Merci Hervé. Vincent Chatelier, directeur adjoint de l'UMR Smart et localisé à Nantes. Donc, je vais intervenir sur la question des revenus et des aides aux exploitations agricoles dans le contexte d'une transformation potentielle, ou espérée, ou souhaitée par certains en tout cas, de la PAC vers plus d'environnement. Une première partie sur les revenus et la dépendance aujourd'hui des exploitations agricoles aux aides de la PAC. Ça sera d'ailleurs une façon de voir si on est dans le haut du panier ou pas. Et puis une deuxième partie plus sur des scénarios alternatifs à la PAC actuelle. Donc la PAC, il y a eu des choix, Marie les a présentés. On aurait pu faire autrement. Et donc on a essayé de proposer une voie plus pour la réflexion que pour l'action peut-être, hein, mais de se dire on pourrait faire autrement. Voilà. Et de simuler l'impact. Donc la première partie sur les revenus et les aides aux exploitations agricoles en France. Donc on a raisonné sur un espace de 12 ans, l'évolution en France des revenus agricoles, donc là exprimé par exploitation en bleu ou exprimé par emploi agricole non salarié. On voit bien qu'il y a des périodes de vaches grasses et des périodes de vaches maigres. On a eu des périodes comme 2016, où les revenus en agriculture en France, donc ça c'est toute orientation de production confondue, c'est la moyenne française, etc. Donc on a eu des périodes où c'était vraiment pas terrible. Et d'ailleurs en général ça joue sur la politique agricole commune parce que ça justifie le fait de ne pas faire des fois ce qu'on avait prévu. J'entends par là par exemple en 2016 le report du paiement redistributif. Dont le prorata devait être porté à 20% de l'ensemble de l'enveloppe des aides et qui est resté à 10%, tout simplement parce que les revenus, à cette époque-là, ont justifié le fait de mettre les deux pieds sur le frein. Pour ce qui est des revenus récents, donc les revenus qui ont présidé au choix du PSN, nous étions dans une période, pourtant, j'ai envie de dire, extraordinairement favorable pour aller dans le sens d'un choix redistributif un peu courageux, entre guillemets. On ne peut pas justifier les non-choix ou le statu quo de la PAC par le fait qu'on était dans une période de vaches maigres qui imposait de surtout pas bouger. En fait, non, parce que 2021 était la meilleure année des 12 dernières années. Et je dirais qu'on n'a pas encore, désolé, mais vous les avez, les résultats de 2022, mais on a des revenus records en 2022 dans les productions agricoles qui auraient pu justifier peut-être une orientation environnementale plus marquée. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Deuxième chose, vous dire qu'en fait, toutes les productions, évidemment, n'ont pas les mêmes revenus. Et là, j'ai fait un calcul sur 12 ans en euros constants de l'année 2021. Donc, en gros, là, on fait abstraction des volatilités interannuelles pour regarder quel est finalement le niveau de revenu des agriculteurs français par catégorie d'orientation de production. 2-3 messages. C'est parfaitement vrai de dire que les bovins viande ont des revenus minables dans la moyenne française. On va utiliser des mots simples. Moins de 20 000 euros. Quand les grandes cultures sont à 51 000 euros. C'est intéressant parce que, y compris sur la réflexion qu'on a sur l'environnement et l'éco-régime ou les pesticides tout à l'heure, on était dans une période où, objectivement, les niveaux de revenus ne sont pas du tout les mêmes, ramenés à l'emploi agricole non salarié entre les spéculations. On va dire que, et c'est important de le dire au SPAS, toutes les activités d'élevage herbivore sont quand même, si on fait un calcul sur 12 ans, en recul de performance économique par rapport aux grandes cultures, par rapport au secteur porcin, et par rapport à des activités comme le hors-sol. Alors évidemment, il y a une très grande hétérogénéité de revenus, donc on peut toujours dire qu'on ne peut pas réformer parce qu'il y a des agriculteurs qui seraient sensibles à une réforme. Ça, on aura... Même les bonnes années, donc là 2021 était une assez bonne année, on a réparti pour chaque orientation de production les exploitations en fonction des percentiles de revenus par actif agricole familial. Bon, on voit bien, par exemple, dans le 4600, c'est les bovins viande. Bon, les meilleurs des bovins viande, ils arrivent aux genoux des moyens de grande culture. Donc, en gros, il y a toujours eu, à l'intérieur des OTEX, des différences de revenus très importantes. Et puis, bien sûr, entre les OTEX, on retrouve ça. Donc, quelque part, tous les ans, on pourra dire qu'on ne peut pas réformer si on prend pour prétexte l'idée qu'il y aurait des agriculteurs qui vont être sensibles à la réallocation des soutiens. Alors, j'avance. Alors, le poids des aides dans les revenus en France. Donc, si on raisonne en moyenne sur 12 ans, c'est 75% du revenu des agriculteurs français qui est dépendant des subventions d'exploitation premier et deuxième pilier. 75% sur 12 ans, donc ça a du sens. Et quand on fait le même calcul par orientation de production, ah non, on l'aura tout à l'heure, donc, et avec des variations qui dépendent finalement des niveaux de prix. Donc 2021 était une période à 60% où on avait une dépendance du revenu aux aides qui était un peu plus faible que d'autres années, du fait des évolutions de prix qui ont été plus favorables à l'agriculture. Mais on était quand même à 60%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des spéculations agricoles, le niveau de dépendance
Et donc aussi la pertinence du calcul qui a été fait tout à l'heure, qu'on amenait à exclure certaines spéculations, eh bien, le niveau de dépendance, il est très fort dans certains secteurs. Pensez quand même que dans le secteur bovin-viande spécialisé, on est à 200% d'aide dans le revenu en moyenne sur 12 ans. Donc, par la porte ou par la fenêtre, la dépendance, elle est quand même majeure. Les ovins, on est à pratiquement 150%. Les laitiers, on est 50%, ça dépend des années. Globalement, on est quand même très, très dépendant des aides dans le revenu. Et évidemment, si on regarde quelles sont les exploitations qui, sans les aides de la PAC, n'auraient pas de revenus. Ben, en bovin-viande, on est à 90%, 88%. En moyenne française, il y a 40% des exploitations. Vous coupez les aides de la PAC, demain, il n'y a plus de revenus. Alors évidemment, il ne s'agissait pas de ça dans le cadre de l'éco-régime. Hein. Dans le cadre de l'éco-régime, il s'agissait, c'était beaucoup plus mesuré, beaucoup plus pondéré. Ce qu'on a présenté tout à l'heure, c'était de dire on prélève 25%, non pas de l'ensemble des aides, mais 25% des aides du premier pilier de la PAC. Donc un test comme ça pour voir quel est l'impact pour les agriculteurs de ceux qui n'auraient plus droit à ces aides, de ceux qui seraient écartés de l'éco-régime parce que leur pratique serait jugée non conforme. Alors dans ce cas-là, ça dépend de la taille de l'exploitation, évidemment. Mais en gros, pour les exploitations qui sont de grande taille, plus de 200 hectares, ça joue quand même sur 15-20 000 euros par exploitation. Donc c'est pas rien quand même si les revenus sont meilleurs, c'est pas rien quand même, donc c'est quand même très regardé. Et puis pour des exploitations moyennes, on va dire que ça se joue, en moyenne française, ça se joue à 5 000 euros. Donc l'éco-régime, l'ampleur du choc, si on le perd, c'est 5 000 euros par exploitation. C'est quand même pas mal pour beaucoup de structures. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, donc il faut être bien conscient. Bon, ce travail, on le fait en permanence et de manière beaucoup plus profonde que ce que je viens de dire. Hein, mais il faut être bien conscient de cette dépendance des exploitations pour imaginer peut-être des réorientations. Mais jamais on aura de réorientation qui sera favorable à tout le monde. Donc on peut aussi justifier l'immobilisme à chaque fois en utilisant les mêmes critères. Alors l'impact économique, on a essayé de réfléchir, nous, dans notre coin, en se disant, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas bâtir un espèce d'éco-régime soumis à la discussion, qui vaut que ce qui vaut. Hein. Il y en a plein de possibles d'autres. Et on est parti comme ça en se disant, on va faire un éco-régime différent de celui qui a été présenté par Marie. Donc notre éco-régime, il est ciblé sur... en fait, on va prélever 25% des aides du premier pilier à tout le monde. Tout le monde perd. On va se constituer une cagnotte. Alors cette cagnotte, elle est de 1,6 milliard d'euros. Si vous piquez 25% d'aide du premier pilier, on a 1,6 milliard dans la tirelire. Et puis ce 1,6 milliard, on est heureux de le distribuer. Donc on va le distribuer d'une certaine manière. Et c'est là où on pourra avoir beaucoup d'imagination. Alors la nôtre nous a conduit à considérer qu'on mettrait la moitié de la somme sur les prairies permanentes. Voilà. Donc 815 millions pour les prairies permanentes d'une certaine manière, qui pour nous pourrait avoir un sens environnemental. Donc c'est 50% sur les prairies permanentes. Pourquoi ? Parce qu'on considère, et ça a été, la littérature est gigantesque maintenant sur le thème, parce que les prairies permanentes ont un certain nombre d'intérêts pour l'eau, pour les sols, pour la biodiversité, pour les paysages, bref, on considère que ce ciblage pourrait avoir du sens. Et puis la deuxième partie de l'enveloppe, kiff-kiff comme on dit, moitié-moitié, la deuxième partie, les 815 millions, on les répartit sur les cultures arabes. Et là, on dit, OK, on vous les donne aux cultures arabes, mais avec une contrepartie sur, quelque part, l'utilisation, la plus ou moins grande utilisation de produits phytosanitaires. Sous-entendu, si vous êtes un peu trop gavé en phytosanitaire, ce n'est pas pour vous l'éco-régime. Et puis, certains vont être encouragés. Alors, maintenant, je vais vous dire un peu la mécanique pour chacune des deux enveloppes. Alors, sur les prairies permanentes, ce qu'on avait simulé, ce n'est qu'une simulation, c'est de dire, bon, les exploitations qui ont l'indemnité compensatoire de handicap, vous savez, toutes les zones de montagne, etc., elles ont déjà beaucoup d'aides à l'hectare, beaucoup d'aides sur le développement rural. Donc on leur a dit, pour ces exploitations, c'est 80 € de l'hectare, sur 5 millions d'hectares. Pour les exploitations qui ne sont pas dans des zones ICHN, sous-entendu en plaine, elles, c'est 240 € de l'hectare. En Ille-et-Vilaine, par exemple, 240 € de l'hectare, parce que maintenir des prairies permanentes dans des zones où il y a une concurrence avec les grandes cultures, c'est dur. Et donc, on leur attribue ça. Et puis, il y a 25% des exploitations pour lesquelles
parmi celles ciblées qui l'auront pas, qui finalement n'auront pas le montant, parce qu'elles ont un niveau de chargement qui est considéré comme trop élevé. Donc tout le monde ne gagne pas quand même. Deuxième partie du dossier, sur les pesticides, c'est assez simple. Pour les 15 grandes orientations de production, on dit par exemple en grande culture, les 25% les plus utilisatrices d'intrants n'ont pas le droit au éco-régime, n'y adhèrent pas. Et puis ensuite, celles qui sont entre la médiane et les 75%, on dit voilà, vous allez avoir l'aide, mais cette aide, elle va compenser, elle va servir à compenser les efforts que nous vous demandons pour accéder finalement à l'éco-régime. Et puis les 50% qui sont en dessous de la médiane dans chacune des OTEX, vous avez l'aide parce que manifestement, votre utilisation de pesticides est inférieure à la nôtre. Et puis on a simulé tout ça, on a regardé qu'est-ce que ça donnait. Je vais être très rapide. En gros, il y a quand même une pénalisation puisqu'il y a des exploitations à qui on a prélevé qui ne retrouvent pas leur somme. Donc c'est une mécanique derrière les chiffres. Donc on a des pertes de 5 000 € pour les grandes exploitations, 3 000 à 4 000 € pour les plus petites. Mais derrière les chiffres bruts, ce qui est important, c'est le mouvement que ça peut créer. C'est-à-dire le fait qu'on réserve des aides à certaines catégories d'exploitation avec derrière l'idée que ça peut amener les agriculteurs à vouloir se saisir de ces aides d'une manière évidente. C'est le cas par exemple des prairies. Quand vous avez 250 balles en plus de l'hectare sur des prairies, le gars qui hésite, il va peut-être y aller du coup, parce que ça vaut le coup pour lui. Alors, dernier point, on peut imaginer, bon c'est un peu notre boulot, imaginer plein de scénarios redistributifs. Donc on n'impose pas des scénarios, on les teste, c'est différent. Voilà. Donc on les teste. On a aussi un deuxième scénario qu'on avait testé, qui était plus dans l'esprit des anciennes réformes de la PAC quelque part, mais qui avait aussi du sens sur le plan environnemental. C'était de dire, on passe pas pour l'éco-régime, manifestement ça marche pas trop, on passe par un transfert des aides du premier pilier vers le deuxième pilier, on pique 25% à tout le monde et on remet sur le deuxième pilier. Alors le deuxième pilier, on cible 3 mesures. On dit voilà, ce 1,6 milliard, il va nous servir à revaloriser 3 aides. Les aides bio, les MAEC, mesures agri-environnementales et climatiques, et l'indemnité compensatoire de handicap naturel. On pourrait discuter des heures, savoir si ce choix était bon, mais n'empêche que dans ce cas-là, on a une redistribution des soutiens qui est beaucoup plus forte entre les orientations de production. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un scénario, le P1 vers le P2, qui est toujours extrêmement favorable à l'élevage. Donc on a un effet sur les revenus, si on en revient à ma première partie, un effet sur les revenus qui est plus important, avec des améliorations de revenus qui peuvent être de 35% sur les ovins et 20% de l'ordre sur les bovins viande. Donc ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il existe, évidemment, derrière la PAC, derrière les outils de la PAC et la subsidiarité laissée aux États membres, il existe de nombreuses latitudes potentielles pour agir. Conclusion de ça, bon, premier point, la dépendance des exploitations aux aides conduit à ce que la réorientation des aides de la PAC vers plus d'environnement, c'est forcément pas une histoire facile. Alors évidemment, il y a plein d'attentes, il y a des gens qui disent qu'il faut faire plus, etc. Mais on ne peut pas dire que ça soit facile. Il y a des gens qui perdent et des gens qui gagnent. Ensuite, la nouvelle PAC offre une large palette d'outils pour intégrer les questions environnementales. L'éco-régime en fait partie, mais on pouvait imaginer d'autres circuits. Et les arbitrages politiques sont toujours centraux. Et puis, dernier point, c'est faire plus d'environnement à budget constant pour la PAC. Est-ce si simple, compte tenu du fait qu'on a des surcoûts induits par les changements de pratiques, que les risques pris par les agriculteurs, il faut les intégrer, surtout dans les périodes de forte volatilité des rendements. Et on a aussi la difficulté, de peut-être plus encore en période d'inflation, à intégrer les efforts environnementaux dans le prix de vente des produits agricoles commercialisés. J'en veux pour preuve la détérioration du prix dans le secteur du bio. Merci Hervé. Merci.